Journal de femmes est une action culturelle en 3 cycles. Fanzine, podcast, théâtre. Ce podcast est donc la seconde partie de ce projet commencé en avril 2024 à Cholet avec la compagnie La Forge Théâtre. Et moi, Camille, j'en suis la porteuse. Pendant 8 séances, nous allons nous retrouver pour échanger avec différentes participantes qui vont profiter de cet espace pour s'exprimer. Alors, est-ce que tout le monde est prêt ? Oui. Bon, on est parti. Donc, la séance d'aujourd'hui, ce sera sur les qualités et les défauts. On va commencer par faire un tour de table avec chacune une de vos qualités. Qui veut commencer ? Je veux bien commencer. Vas-y, Sylvie, à toi. Donc, une de mes qualités, c'est la curiosité. Alors, en fait, ça se présente par un questionnement. En fait, très souvent, si on me présente quelque chose, je vais essayer de comprendre comment ça marche, à quoi ça sert, trouver du sens. D'accord. Et puis, en général, je suis assez curieuse de beaucoup de choses, dans beaucoup de sujets. Donc, je me documente, je regarde des vidéos, des films. Et dans mon quotidien ou dans mon travail, c'est vrai que je vais me questionner, en fait. Je ne vais jamais prendre les choses pour argent comptant. Donc, c'est intéressant. Du coup, je te coupe, mais on pourrait dire que on va te donner, par exemple, quelque chose à faire ou tout ça, tu vas toujours avoir tendance à aller plus loin ou à vouloir comprendre plus et à avoir... Et du coup, au final, on va te donner une pomme, tu reviens avec le panier, quoi. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est de partir d'une chose et d'aller un petit peu plus loin, soit de le re-questionner, soit pour constater que finalement c'est parfait, soit pour permettre d'en discuter avec les autres, se dire on pourrait faire autrement, et parfois tout simplement simplifier, parce que c'est vrai que parfois on fait des choses de façon répétitive, puis au bout d'un certain temps, ça ne sert plus à rien. Voilà, donc c'est un des versants. Est-ce que la curiosité mène aussi à l'amélioration quelque part Ouais. Je vois comme ça, en fait, parce que c'est le fait de remettre en cause. Oui, la façon dont tu le dis, on entend ça, cette amélioration. Et même dans les échanges, le fait d'être curieuse aussi, curieuse des personnes. Ouais. C'est là, c'est parce qu'on l'a mis un petit peu dans le contexte du travail, mais au niveau des personnes, c'est toujours intéressant derrière un prénom. Moi, j'aime beaucoup aller chercher une histoire, apprendre à connaître les personnes, quels sont leurs goûts, pourquoi elles parlent comme ça. Enfin, c'est riche en fait, très enrichissant. Safia, Alicia, par rapport à la curiosité, est-ce que vous avez vous sentez curieuse aussi ? Je l'avais noté aussi, oui. Ouais. Tu l'avais noté du coup aussi dans ce contexte par rapport en fait, dans l'idée d'amélioration, de toujours amener plus. C'est plutôt dans les recherches, ce qu'elle disait, se documenter. Mais moi, ça peut être aussi bien musical, de découvrir de nouveaux artistes, même ça peut amener des collaborations. Et ça peut aussi être visiter des musées, des expositions, ça permet de rencontrer des nouvelles personnes, d'échanger, de découvrir de nouveaux univers, et puis aussi les recherches historiques. Ouais. Je peux aller dans les bibliothèques, les librairies, donc me renseigner sur tout ce qui est histoire, aussi bien dans l'artistique que dans l'histoire de l'humain. Voilà, ouais. En plus, tu as un parcours artistique et professionnel. Et c'est vrai que pour moi, c'est un peu tu peux pas avoir cette prétention artistique si t'es pas curieux. Parce que forcément, c'est mon point de vue, mais l'art t'impose aussi d'aller plus loin que ce que tu vois. C'est le principe de l'art. Je sais pas ce que t'en penses. Bah oui, totalement. Et comme elle le disait, c'est très riche. Chacun a son propre univers. Voilà, c'est... Moi, vas-y, excuse-moi, Sophia. Moi, ça va plus être dans les mots, dans les définitions, aussi dans tout ce qui est musique, etc. Mais par exemple, si on me donne un mot et que je vais pas comprendre, je vais tout de suite vouloir aller chercher qu'est-ce que ça veut dire. Ouais. Si on lance un sujet sur quelque chose et que je connais pas, par exemple, cette chose, je vais aller chercher. Et aussi sur l'essence, en fait, de tous ces mots qui peuvent être... vu et interprété différemment. J'aime beaucoup ça. Et du coup, en plus, je trouve, avec Internet, la curiosité, c'est facile de... Oui. Alors, il y a la bibliothèque, tout ça, mais tu as aussi la possibilité de parler avec des gens de n'importe quel pays. Les réseaux sociaux, même YouTube, sociaux, les vidéos, de t'intéresser à... même la musique, avant, il fallait acheter
le vinyle, la cassette, le CD. Ou alors, fallait que tu enregistres, tu voulais écouter une chanson, fallait que tu attendes qu'elle passe à la radio pour pouvoir l'enregistrer sur la cassette. Et maintenant, avec Deezer, tout ça, il y a... Deezer, Spotify, écoutez-nous sur nos podcasts. Mais du coup, il y a plein de musiques que je me permets de découvrir parce qu'il n'y a pas besoin de les acheter, en fait, dans le sens où tu payes quand même un service, mais tu peux les découvrir. Et je ne sais pas ce que vous avez, justement, cette curiosité qui est aidée par Internet. Moi, je sais que Internet m'aide beaucoup au quotidien, vu que c'est toujours sur moi et que... Et en fait, je suis curieuse à des moments qui peuvent être... pas adéquat à une recherche ou quoi, j'ai juste à taper le mot ou quelque chose et j'ai directement la définition et tout. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et par exemple, si on revient sur la musique, là, pour moi, les albums, c'est plus une passion. Donc j'ai plus mes albums parce que j'aime la musique et que j'aime les albums. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique d'écouter de la musique. Je sais que j'ai fait beaucoup de découvertes musicales à partir d'applications comme ça avec... tu mets juste en aléatoire avec tes goûts et puis tu découvres de nouvelles choses. Est-ce que vous aviez une autre qualité, du coup, autre que la curiosité Moi, j'aurais dit la rigueur. Ouais. Parce que je suis quelqu'un qui, comme je le disais l'autre fois, qui est beaucoup porté sur les détails et que j'aime bien quand le travail, il me plaît, il faut que ça me plaise déjà à moi. Et puis, forcément, que les autres apprécient ce que je fais. Et du coup, je suis très méticuleuse. J'ai une certaine organisation qui fait que je suis vraiment... parfois, je peux être à fond dans un sujet. Et justement, je disais, je fais beaucoup de recherches. Je suis très rigoureuse là-dessus, sur les recherches. Et être sûre de ne pas faire d'erreur aussi, de vérifier les informations et tout ça. Est-ce que c'est pas aussi le fait que tu sois auto-entrepreneur ou que tu travailles beaucoup toute seule et du coup, c'est vrai que tu peux pas te reposer sur... tu peux pas te reposer ou de toute façon, c'est forcément à toi de le faire. Il faut que tu sois organisée et rigoureuse pour que ça avance. Oui, forcément, de travailler à son compte, ça demande beaucoup d'investissement aussi parce que... il y a une charge de travail qui est différente. Je me repose beaucoup sur mon propre avis et ma propre intuition. Mais après, j'aime bien quand même demander l'avis des autres, savoir comment ils voient mon travail. Il faut que le résultat, au final, il soit bien, que ça plaise à tout le monde, quoi. Mais est-ce que, du coup, moi, c'est plus sur la motivation, tu vois. Toi, c'est toi qui fais ton travail, du coup, quand tu es devant ta page blanche, ou comment tu vas trouver la motivation? Est-ce que la motivation vient pas aussi avec la rigueur, le fait de... Ou est-ce que la rigueur, pour toi, c'est autre chose? Oui, c'est surtout, comme je le disais, je lis beaucoup, j'écris beaucoup, et je me relis beaucoup de fois, et il faut vraiment que à la fin, ce soit bien, quoi, un minimum, oui. Ça parle un petit peu de perfection aussi, la perfection, quand on t'entend. Alors moi, la rigueur, je l'associe beaucoup à la méthode de travail. Ça rejoint aussi le fait d'avoir une méthode de travail, c'est ce que tu disais, ça permet justement d'y passer moins de temps. Parce que l'idée, quand on est curieux, c'est de pouvoir aller toujours grappiller du temps pour aller lire, écouter de la musique, faire plein de choses. Donc la méthode de travail, ça permet d'économiser du temps pour faire autre chose. Et puis de sécuriser aussi, de ne pas trop faire d'erreurs, pas trop se tromper. Et c'est vrai, je suis persuadée, quand on est entrepreneur individuel, c'est d'autant plus important parce que tu peux compter que sur toi. Donc tu as peut-être moins droit à l'erreur que quand il y a d'autres personnes qui vont les voir, les erreurs, et dire « Attention, on a fait une erreur, là... » C'est différent du travail en entreprise, parce que quand tu as un patron, tu n'as pas les mêmes avis. Là, c'est vrai que tu es ton propre patron et ça repose beaucoup sur soi-même. Et... sur soi, Enfin, ses propres connaissances, on va dire, et c'est à nous aussi de dire aux clients moi, je pense que c'est mieux comme ça, donner des conseils, voilà. Mais oui, la rigueur pour moi et l'organisation, c'est un peu parce que quand on travaille seul, en fait, tu vas avoir 1 heure pour faire quelque chose, mais tu vas l'avoir aussi après. Donc trouver la motivation, pour moi, ça passe beaucoup par la rigueur. Déjà, avoir une rigueur de temps, d'emploi du temps, de te dire que je me lève à cette heure-là et je commence à bosser à cette heure-là pour avoir des horaires un peu, pas forcément de bureau, mais avoir des horaires qui correspondent à... Ou moi je sais ce qu'ils mettent, c'est des fois aller à la bibliothèque pour travailler parce que c'est plus facile que quand tu es chez toi ou tu es moins
t'es moins concentré ou des choses comme ça. Donc, je me fais des listes. En fait, je dis ce jour-là, je vais faire telle chose, et puis j'organise mon temps. Oui. La rigueur, ça permet d'avoir un cadre en fait. Ouais. Ça met un cadre par rapport aux horaires, par rapport aux objectifs, ou pas non plus trop déborder. C'est ça. Et puis parce que ça oblige à gérer le temps aussi, Ouais. parce qu'il faut bien produire aussi des choses. Donc puis... c'est pas de l'insouciance en fait, Oui. c'est pour contrer le hasard un petit peu des choses et de bien se dire au bout de 4 heures ce sera terminé, au bout d'1 heure j'aurai fait ça. Et aussi peut-être du coup on est très travail, mais aussi même par rapport à l'après-travail, se dire que bon voilà, je termine à cette heure-là et après cette heure-là je n'y pense plus puisque j'ai été rigoureuse pendant ce temps-là. Le temps d'après c'est du temps pour moi. Oui, moi je le vois vraiment comme un outil de gestion du temps. Justement. Safia, est-ce que tu en avais un autre du coup qui te... Oui, du coup personnellement c'est la capacité d'adaptation. Avec mon expérience j'ai complètement déménagé dans un autre pays et dans cet autre pays j'ai déménagé tous les ans presque. D'accord, oui. Donc je me suis vraiment, à chaque fois c'était changement d'école, changement de cercle, changement d'endroit complètement. Et aussi même dans les travails que j'ai pu faire, dans mon expérience professionnelle, j'ai fait plusieurs choses qui n'ont rien à voir et j'ai réussi à m'adapter. Donc c'est super parce que ça veut dire que tu t'adaptes à des lieux différents, mais aussi à des gens différents, à des métiers différents. Enfin, du coup, on élargit, ça donne aussi un côté couteau suisse dans le sens où c'est-à-dire que rapidement, tu peux peut-être pas le faire du coup parfaitement, mais au moins t'es motivé et t'es pas perdu, quoi. T'arrives à t'y retrouver et ça c'est... Tu dois gagner en autonomie du coup. Oui. En fait, c'est toujours avec mon expérience, mais par exemple, j'ai plus de facilité à faire des choses que d'autres personnes de mon âge ne peuvent pas faire ou ne savent pas encore faire. Donc c'est plutôt dans ça que ça m'aide beaucoup. Trop bien. Puis c'est-à-dire que même dans la vie en général, tu t'es pas perdu ou... J'ai ma belle-sœur qui a été voir le film de François Ruffin Au boulot, et dans lequel il y a donc une chroniqueuse et elle sait pas faire genre la cuisine. Chez elle n'a pas de casserole. Elle sait pas repasser et elle se retrouve à dénigrer des gens qui bossent pas assez selon elle, et qui savent faire plus de trucs que elle ne sait en faire. Déjà, rien que juste se faire à manger, ça me semble dingue parce que c'est quand même la base de... Si tu veux pas crever la dalle. Oui, en fait, par exemple, je voyais la différence... je vois plus la différence ici, maintenant que je suis revenue en France, parce que du coup, dans le pays où j'étais, c'était un peu normal de savoir faire ce genre de choses. Et en fait, en revenant ici, je me suis dit, j'ai appris beaucoup de choses, peut-être qui sont plus utiles, mais dont j'aurais besoin un petit peu plus tard dans ma vie, ou que j'ai besoin maintenant. Et du coup, ça m'aide beaucoup. Par exemple, vu que j'ai bientôt 18 ans, je sais déjà faire mes papiers, je sais déjà m'occuper de mes rendez-vous médicaux, etc. Donc ça aide beaucoup. Mais moi, je sais que... Allez, je retire la couverture à moi. Mais du coup, je sais que dans tout ce que... Et j'y crois profondément, dans tous les boulots que j'ai faits, que ce soit serveuse, vendeuse de vêtements ou des choses comme ça m'a toujours amené des expériences qui m'apprennent aussi plus tard à faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire porter des projets pour une compagnie de théâtre, être metteuse en scène, parce que ça m'oblige sur l'organisation, être rigoureuse, pouvoir gérer aussi une équipe, ou c'est des choses, je pense que tu grappilles toujours, toute expérience est bonne à prendre en fait, et tu grappilles toujours, même s'il y a un travail, tu dis que c'est pas ce que tu veux faire, vois aussi les qualités que ça t'apporte. J'amène ça aussi beaucoup aux échecs entre guillemets, et je me dis qu'en fait c'est jamais vraiment un échec, mais c'est surtout quelque chose c'est surtout une expérience en fait. Je crois que c'est Nelson Mandela qui a dit soit je gagne, mais jamais en fait je ne perds, parce que quand je le perds j'apprends. Oui, voilà. Et c'est vrai en fait. Et puis ça permet aussi de ne pas refaire cette erreur pour réussir la prochaine fois et avancer. Et du coup, en parlant d'erreur, switch,
On va passer sur quel est le défaut qui vous a le plus, donc dans la liste que je vous ai donnée ou pas. Est-ce qu'il y a un défaut qui vous a le plus parlé? J'en ai plusieurs, mais bon. Non. C'est un ensemble, quoi. Ouais. Par exemple, j'associe l'impulsivité à la nervosité. Ouais. Forcément, quand tu es anxieux, tu peux partir au quart de tour. Mais bon, c'est vrai qu'avec les clients, il faut quand même... S'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut être cordial, négocier, voilà. Ça dépend du contexte, quoi. Un peu comme dans des relations humaines. Enfin, moi, j'ai peur, ou il y a des choses qui me font peur. Du coup, j'ai tendance à être impulsive. Ça peut être méchant ou peut être parce que je me sens agressée. Du coup, je deviens agressive parce que la meilleure défense, entre guillemets, c'est l'attaque. Ce qui n'est pas du tout une bonne stratégie. Mais c'est vrai que du coup, il y a un peu ce côté-là. Et des fois, non, en fait, ce que la personne me dit en face n'est pas une agression, et arriver à prendre le là, à pas se sentir agressé par ces choses-là, je trouve que c'est pas forcément facile. Oui, c'est un travail sur soi. Ouais. Et de confiance aussi sur se dire, en fait, non, ce que je fais, moi, je sais que c'est bien, ça me plaît, et même si la personne me renvoie des retours négatifs, que ce soit sur mon travail, ma personnalité, ou... ça me définit pas non plus comme étant une mauvaise personne ou une personne incapable, et arriver à passer ce cap-là de j'écoute ce qu'il me dit, je prends aussi en considération parce que en face la personne n'a pas non plus la science infuse, mais je prends en considération ce qu'il faut prendre en considération et comment j'avance après avec ça. Mais c'est vrai que faut être hyper zen pour faire ça, et c'est vrai que c'est pas forcément évident, je trouve, et moi je trouve que ça vient vraiment de la confiance en soi et le fait de se dire je suis pas nulle, je suis pas mauvaise, si je suis là, je sais aussi ce que je fais, et je sais que je le fais bien. Ouais. Mais moi, c'est plus au niveau des délais, par exemple. Si on me fait des remarques, parce que c'est vrai que j'ai pas mal de lenteur, on va dire. J'ai des problèmes de concentration. Ouais. Mais j'aime bien, à la fois, comme je le disais, je suis perfectionniste, donc je veux pas bâcler et puis que ce soit à la fin... faire un minimum... Oui, sans que que ce perfectionnisme te bouffe dans tes délais pour t'obliger à te... Et est-ce que du coup, le perfectionnisme qu'on a mis dans la qualité, est-ce que c'est pas aussi, comme tu en as parlé dans un précédent podcast sur les drivers, est-ce que c'est pas aussi un défaut parce que ça t'oblige aussi à te mettre une pression Oui, il y a les deux côtés. À la fois une qualité et un défaut. Pour moi, je dirais le stress. Parce qu'en fait, vu que je parle beaucoup et que je suis très à l'aise avec les gens ne s'aperçoivent pas souvent de mon stress. C'est juste un stress intérieur plutôt. Et en fait, que je partage pas. C'est juste moi, je stresse, mais j'arrive à gérer un petit peu la situation. Donc ça se voit pas beaucoup. Ça peut se voir avec mes gestes, ou peut-être des fois je bégaye ou je perds mes mots. Mais sinon, c'est très rare qu'une personne sente que je stresse. J'arrive à mettre à l'aise les gens, mais intérieurement, je stresse. Et en fait, ça peut me bloquer sur certaines choses. Et c'est vrai que le stress, c'est difficile de passer outre quand on stresse. Oui. Et en même temps, des fois, c'est du bon stress, du mauvais stress. Oui. Souvent, c'est les situations qu'on connaît pas. Ouais. Je parlais de déménagement, quand tu vas dans un nouveau pays, ça te semble étranger, c'est... Personnellement, c'est pas vraiment ce genre de situation qui va me stresser, mais c'est plus, par exemple, je suis très extravertie, donc pour les gens, pour certaines personnes, pour moi c'est facile d'aller vers les gens et de parler, etc. Mais intérieurement, je stresse aussi comme n'importe quelle personne qui va aller vers quelqu'un qui connaît pas, etc. C'est juste que j'ai plus de facilité à aller vers les gens, mais ça veut pas dire que je stresse pas. Ou par exemple, si je suis en entretien et que je prends la parole à quelqu'un que je connais pas non plus, je vais plus être un petit peu stressée. Oui. Ou si je fais un discours, le jour où j'ai fait mon discours, ça s'est vu que j'étais stressée parce que j'étais en train de lire et j'étais en train de bégayer. Mais avant, personne n'avait remarqué que j'étais stressée avant que je monte sur scène et que je fasse mon discours. Donc des fois aussi, c'est un petit peu genre une façade. Oui. Après, c'est bien quand même parce que pour l'instant, c'est pas un stress qui t'empêche de faire les choses. Oui. Justement, le fait de parler devant un micro, t'es pas stressé avant. Quand tu parles, tu sens que t'es stressé. Est-ce que du coup,
le fait que maintenant tu parles tous les mardis devant un micro, est-ce que du coup ça te permet pas de te dire comment travailler aussi pour que cette situation me stresse moins ou En fait, il y a toujours ce moment où j'arrive devant le micro et je stresse un petit peu. C'est juste que ça passe en fait. J'ai pas besoin de longtemps pour m'adapter, mais il me faut ce temps d'adaptation. Par exemple, si j'arrive dans une nouvelle maison, si on prend l'exemple du déménagement, je vais pas être à l'aise dans la maison. Je vais avoir un petit moment d'adaptation. Si je rencontre une nouvelle personne, ça peut matcher directement, mais il y a toujours ce temps d'adaptation. Ce temps où j'observe et en fait j'apprends plus de la personne sans donner vraiment de moi, mais à partir du moment où je donne de moi, je donne complètement. Oui, puis en même temps, c'est vrai que c'est normal, et puis c'est peut-être un réflexe de survie, hérité aussi, d'être toujours un peu quand même en... C'est prendre ses marques, ses habitudes. Oui. C'est un petit stress, c'est pas un stress qui t'empêche de... Et du coup, c'est un stress qui est plutôt positif, parce que c'est un stress qui te permet aussi de te dire, voilà, je suis stressée, et tu te mets en situation d'écoute, en situation d'observatrice, et c'est un stress d'adaptation. C'est en fait aussi le stress face à l'inconnu, oui. mais qui reste quand même minime, parce que dans l'inconnu, il y a le fait de déménager, mais pas que, parce que c'est changer de pays. Oui. Donc c'est vrai que ça traduit la capacité d'adaptation. Et puis après, le fait de, face à un inconnu, parce qu'une personne qu'on ne connaît pas, c'est un inconnu, c'est parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais en fait, c'est aussi une démarche de prudence, parce qu'on a besoin de sentir un petit peu aussi où on met les pieds, avec qui on communique, avant de s'immerger dans la relation avec la personne. Ça dépend de l'expérience aussi. Parce que au niveau des clients, ça m'arrivait de me faire arnaquer, de ne pas me faire payer, même que le client devienne agressif. Il peut y avoir de la méfiance, après, on met des limites. On me dit, maintenant, il faut que ce soit payé à 50% à l'avance. Je suis là dans la prudence aussi. Oui, on parle de distance, là, en fait, depuis tout à l'heure. La fameuse distance par rapport à ses émotions, par rapport au stress, qui est aussi une forme d'émotion, d'anxiété. Cette distance, elle s'apprend avec le besoin qu'on a. Justement, par exemple, quand professionnellement on est concerné par des clients qui ne respectent pas les règles, on apprend plus vite. Comment ça se passe, que tu apprends, et comment ensuite tu gères pour ne pas te retrouver dans cette situation inconfortable avec une facture qui ne sera pas payée, avec quelqu'un qui est agressif. Après, il y a des moments où ce stress, du coup, m'empêche de faire des choses. Mais c'est aussi, en fait, on revient à l'inconnu, c'est des choses qu'on n'a pas encore fait ou qu'on n'ose pas faire par n'importe quelle raison, en fait. Et il faut juste... moi, j'appelle ça un élément déclencheur, mais genre, par exemple, si je veux lire un livre que je vois, mais que, je sais pas, il m'attire pas, je sais pas trop... même ce qui est écrit derrière ne m'attire pas, mais pourtant, si je commence à lire, je vais vraiment aimer ce livre. Et contrairement, si un livre me plaît, mais qu'en fait, je commence à le lire et que ça me plaît pas du tout, ça va me... Oui, ça va changer changer ma personne. Voilà, exactement. Il ne faut pas se fier à la couverture. Voilà. Oui, du coup, même au niveau des gens... Mais là, c'est même plus... Même la couverture, c'est même le résumé derrière au début. Des fois, les résumés, ils sont pas bien résumés. En fait, il y a plein de... C'est comme la société de consommation. On peut se faire arnaquer, justement. Ça vend du lourd, et puis en fait, au final, on se rend compte que c'est pas si bien que ça. On nous vend un rêve, et puis en fait... tu nous as dit ton âge, c'est aussi au début d'une vie qui est... même si à ton âge, c'est hyper énervant d'entendre ça, parce que tu dis, non, c'est bon, j'ai vécu, je sais des choses aussi. Mais c'est vrai que, nous qui sommes un peu plus âgés, donc tu te rends compte aussi de... moi, je sais justement, on parlait de cette agressivité que je pouvais avoir parce que je me sentais attaquée dans ma légitimité, en fait. Et au bout d'un moment, on se rend compte que non, en fait, on est légitime, mais aussi parce qu'on a multiplié les expériences et qu'on a le recul sur un parcours. Donc c'est vrai que c'est bête, mais il faut laisser le temps au temps, quoi. Oui. Après, si on revient sur l'âge, je pense personnellement que l'âge, en fait, n'a aucun... Oui, c'est plus les expériences. C'est plus les expériences. Je trouve que les expériences sont plus importantes que l'âge. Parce qu'il y a des choses qu'une personne de 30 ans, par exemple, n'a pas fait qu'une personne de
de 17-15 ans qui auraient pu faire. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est plus les expériences que l'âge qui peut compter. Après, c'est vrai que l'âge, ça ouvre plus d'opportunités d'expérience. Et d'expérience. Donc, il y a plus de possibilités qu'une personne plus âgée ait plus d'expérience. C'est vrai que les études, le CV, ça veut pas tout dire. Hein. Il faut Ouais. voir l'humain, comment Oui. la personne se comporte en équipe, dans la vie de tous les jours, tout ça. Quoi. Moi, en ce moment, du coup, j'essaie de trouver des heures d'intermittence comme chargée de prod ou enfin, dans la production théâtrale. Et c'est vrai que la réponse qui revient souvent est négative et en plus, on me reproche mon manque d'expérience. Parce qu'en effet, j'ai vraiment travaillé qu'avec une compagnie, une société de production audiovisuelle et après, c'est l'expérience maîtresse d'école, serveuse, vendeuse, enfin bref. Et j'ai envie de dire, si j'ai de l'expérience, elle est juste différente. Et au contraire, c'est ça. Enfin, donc le prochain, je pense que je vais aller triper en lui disant c'est ça qui est riche. C'est que. Mais cette chance que j'ai d'avoir eu plein d'expériences et de savoir aussi, mon expérience d'institutrice avec des enfants m'a permis d'avoir une expérience auprès des enfants qui est quand même pas la même que quelqu'un qui est chargé de relations avec le public et qui a jamais eu cette relation-là avec des enfants non plus, quoi. C'est vrai qu'au-delà de l'expérience, c'est aussi la personnalité de la personne. Parce que des fois, ça peut être quelqu'un qui a énormément d'expérience, mais le profil plus... Je ne saurais pas comment expliquer, mais genre plus la personne ne conviendrait pas, par exemple, à ce travail-là, ou juste, elle est pas... je ne saurais pas comment expliquer, mais par exemple, des fois, il y a dans des groupes, etc., il y a des sujets à éviter ou des trucs comme ça où cette personne-là, elle va pas du tout éviter et elle va en parler. Ou juste des choses à respecter ou à faire que l'autre personne ne va pas faire. C'est vrai que souvent on essaie de nous faire entrer aussi dans des cases de voilà. ce qu'on attend. Et moi souvent c'est vrai que je réponds en me disant c'est comme ça qu'il faut répondre à un CV ou comme ça on fait une liste de motivation. En fait je me dis là je suis en train de me dire non, c'est peut-être pas comme ça qu'il faut que j'aborde. Parce que en effet c'est pas a priori ça ne marche pas, quoi. Même dans un cadre social, en vrai. Une personne qui est plus à l'aise à parler va plus se mettre à l'aise, par exemple, une personne qui parle moins. Mais si c'est plus une question d'égalité, genre si on fait un groupe, c'est plus un poids. Ouais. Je ne saurais pas trop comment expliquer ce que je veux dire, mais c'est plus un poids, en fait. Chez moi, l'obstination, en fait, c'est... au bout, il y a quand même la persévérance. C'est-à-dire que je fais partie des gens qui vont aller jusqu'à la solution. Donc, j'ai appris avec le temps, avec l'expérience, qu'il y a des combats qu'il faut lâcher, parce que sinon, c'est perdu d'avance, parce que la solution, elle arrive soit beaucoup trop tard, soit pas. Mais j'ai quand même cette nature-là, et ce que je trouve intéressant dans cette façon de faire ou d'être, c'est que ça développe de la force intérieure, c'est-à-dire le fait de pouvoir compter sur soi. Je prends un exemple, une télécommande, une nouvelle télécommande qui va arriver, il faut chercher, trouver la solution. Ça ne marche pas toujours. Eh bien, je trouve que l'obstination, justement, la persévérance, permet d'aller au bout avant d'appeler quelqu'un pour dire « j'arrive pas ». Et à force d'engrammer des expériences comme ça, ou le fait de trouver les solutions par soi-même, ça donne de la force intérieure. Enfin, pour moi, c'est des petites briques de construction de la confiance. La fameuse confiance qui est la star... pour moi, qui est la star du système, en fait. Ouais. Et en plus, on peut relier ça aussi avec ta curiosité, du coup, par rapport à la curiosité, l'obstination, justement, de rechercher à chaque fois, de trouver une solution et d'aller plus loin. C'est-à-dire, j'y arrive pas, je sais pas faire, j'ai jamais fait, comment je vais m'y prendre. Et puis, c'est vrai que ça repose aussi sur une méthode de travail. Enfin, tout ça, ça s'emboîte, en fait. Ça s'emboîte. Et en plus, moi, ça me procure une certaine fierté, en fait. Ouais. Ça me procure une certaine fierté. Et sur des sujets où je vais être un petit peu moins à l'aise, sur des parties techniques un peu, je vais prendre un exemple dans lequel j'ai été obligée d'évoluer. C'est toute la partie bricolage. Ouais. Donc, je suis partie de zéro. Et aujourd'hui, quand je vois tout ce que je sais faire au bout de 3 ou 4 ans, moi, je suis super fière. Parce qu'avant, c'était quelqu'un d'autre qui s'en occupait. Et finalement, il y a peu de choses qui ne soient pas inaccessibles, sauf ce qui appartient à des métiers, etc. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par soi-même. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que ça bâtit en fait une capacité à être content de soi, quoi.
Surtout le bricolage, du coup, c'est vrai que c'est quelque chose... Journal de femmes, on est assez associé aux femmes, au féminisme, et le bricolage, c'est vrai que c'est plutôt vu comme quelque chose de masculin, où souvent on demande aux hommes, ou on va dans un magasin de bricolage avec un homme, on peut être sûr que c'est l'homme qui va avoir les conseils ou à qui on va parler plutôt que... Et du coup, c'est vrai que moi, par exemple, je suis pas vraiment bricoleuse, mais en même temps, j'ai jamais eu l'occasion non plus. Là, je vis seule, tout ça, j'essaie de me débrouiller. Mais c'est vrai que c'est pas non plus quelque chose pour laquelle je me suis sentie appelée non plus, quoi. Donc, c'est vrai que c'est aussi des cases dans lesquelles on se retrouve enfermé, pas toujours par notre propre fait, mais aussi parce que je sais qu'une automobile, si je tombe en panne, malgré le fait qu'il y ait des questions dans le code de la route, c'est mort. Hein. J'ai un exemple, moi, sur l'obstination. Ouais. C'est un exemple tout bête, mais du coup, aujourd'hui, je changeais d'opérateur et en fait, j'arrivais pas à ouvrir le caddie pour changer ma puce. Donc, je suis restée 1 heure avec mon téléphone à essayer avec plusieurs outils pour ouvrir le caddie, etc. Et en fait, au moment où j'ai réussi, j'étais fière de moi et j'étais contente. Donc, c'est de l'obstination, mais qui rend fière aussi. Il y a des choses comme ça qu'on apprend par nous-mêmes, même si en fait, il y aurait d'autres personnes qui pourraient le faire. Mais par exemple, moi, je sais que j'aime beaucoup toucher à tout. Comme elle a dit, le bricolage et tout, j'aime beaucoup tout ce qui est manuel et tout. Donc, même si j'ai pas forcément le besoin, parce que par exemple, c'est plus ma mère qui va faire le bricolage, etc. à la maison, si elle fait, par exemple, elle a refait la chambre de mes petites sœurs, donc elle a peint, etc. Je suis partie, je l'ai aidée à choisir ce qu'il fallait pour modifier la chambre, etc. Et puis si elle avait besoin d'aide, je l'ai aidée. Et puis t'apprends des choses et en même temps, t'es pas forcément obligé de le faire, mais tu les apprends quand même. Comme ça, le jour où t'as besoin de les utiliser, tu les utilises. Ouais, c'est une ouverture, une curiosité aussi à l'apprentissage, de dire que oui, tu n'étais pas obligé d'aider ta mère peut-être à faire les travaux avec elle, mais en même temps, ça t'a permis de voir et de récupérer des capacités, des compétences que tu n'aurais pas eu si tu ne l'avais pas fait. Bon, écoutez, je pense qu'on a bien échangé, et puis en plus on a pu faire le tour, et à chaque fois ça rebondit. Donc c'était un premier essai d'un épisode en mode un peu plus débat. Moi, j'ai trouvé ça assez sympa. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup ce genre de format où tout le monde échange et tout le monde donne son avis. Ouais, ça change. Et je vous souhaite à toutes une bonne fin de journée. Merci. Merci Camille. Bonne fin de journée à toi. Merci. Ce podcast a été réalisé par la Forge Théâtre, avec comme partenaire et soutien la Drague des Pays de la Loire, le service culturel du Maine-et-Loire, la Fondation Grand Ouest et le tiers-lieu Monade à Cholet. Le générique au piano a été composé par Samir Dib, tout droit réservé. Un nouvel épisode de ce podcast est disponible tous les mercredis soirs sur les différentes plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Podcast et sur le site Podcastic. Merci à vous.